Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Françoise Kettmans. Bonjour. Bonjour. Députée et évidemment fédérale et maire, mais aussi bourgmestre de Molenbeek. On va commencer d'abord par les questions fédérales avec ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment cette attaque sauvage à Liège. Et on a pensé que le ministre de la Justice était peut-être sur le point de démissionner parce qu'il s'est posé beaucoup de questions sur la mécanique du congé pénitentiaire accordé aux tueurs. Est-ce qu'il y a eu un couac dans la machine? Le ministre aurait-il dû démissionner? Quelle est votre opinion en tant que membre de la majorité à la Chambre? C'est vrai qu'il s'est posé la question, mais finalement, seul le Vlaams Belang a demandé la démission de Gaston Geens. Et donc, il a annoncé qu'il ne démissionnera pas. Il n'empêche qu'il s'est posé, comme d'ailleurs de nombreux citoyens et politiques, beaucoup de questions sur Liège et ce drame. Oui, mais quelle est l'étendue d'une responsabilité politique? Parce que là, on le voit effectivement, dans ce cas-ci, avec Koen Geens, il se pose la question. Dans le cas des demandes de démission de Jan Jambon ou de Theo Franken sur l'affaire de Maouda, là, apparemment, ils ne se sont pas posé de questions. Mais jusqu'où va la responsabilité dans la politique? On a l'impression qu'avant, on démissionnait plus vite quand on était ministre de la Justice ou de l'Intérieur. Mais c'est aussi personnel, à savoir comme appréciation. Et donc, il s'est posé des questions quant au déroulé de ces événements dramatiques de Liège. Est-ce que les précautions avaient été prises? Et finalement, au vu des premiers rapports de cette enquête, il a considéré qu'il ne doit pas démissionner. Mais je dirais que c'est quand même très personnel, une démission, si elle n'est pas demandée par le Premier ministre, ce qui n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas, effectivement. Alors, évidemment, avec cette tuerie, s'est posée aussi la problématique de la radicalisation en prison. On sait depuis ce matin aussi que le tueur était manifestement sous l'influence de deux autres prisonniers complètement radicalisés. Est-ce qu'on gère bien cette déradicalisation dans les prisons? Il y a la rapporteure spéciale des Nations Unies qui était ces derniers jours à Bruxelles, Fiona Ni-Aolen, a fait une déclaration assez choc ce matin. Elle dit qu'il est préoccupant qu'aucun programme systématique de déradicalisation ne soit mis en place dans les prisons belges. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'on ne pense pas à la déradicalisation en Belgique? Il y a des premières mesures qui ont été prises en 2015 avec des cellules d'isolement à Ytre notamment. Voilà, notamment à Ytre, mais de toute évidence, ça ne suffit pas. En tout cas, le nombre de personnes qui y sont confinées n'est pas suffisant. Il faut nécessairement avoir un programme beaucoup plus actif. Alors, il y a ce rapport de la commission Attentat qui est sorti au mois de novembre et qui doit être maintenant mis en œuvre. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle des établissements spéciaux pour les radicaliser. Il y en a 5 sur le territoire de la Belgique, mais là aussi, je pense que les mesures ne sont pas suffisantes et que ça devient une véritable priorité quand on voit les événements dramatiques. On a reconnu le dossier Abdeslam, Salah Abdeslam, le voyou criminel qui s'est radicalisé en prison. Et ensuite, Benjamin Herman, ce sont les mêmes parcours. C'est pour ça qu'il est essentiel de lutter contre cette criminalité qui, justement, motive certains jeunes, certains individus qui ont visiblement des troubles de la personnalité, qui sont des personnes problématiques. Et donc, moi, ma priorité, ça reste toujours la lutte contre le trafic d'armes, le trafic de drogue qui nourrissent le radicalisme, qui nourrissent le terrorisme. Et évidemment, il faut continuer à surveiller tous ces lieux de rencontres. Ça doit se faire en collaboration avec les polices locales et surtout la police judiciaire fédérale. Mais il faut mettre le turbo en prison aussi, sur les actions à mener en prison. Il faut aller plus vite. Oui. Il faut être beaucoup plus strict et on ne doit pas prendre de risques, à savoir la société ne peut pas
prendre le risque de voir ressortir des individus dont on n'est pas certain qu'ils puissent être réinsérés. Le screening doit être beaucoup mieux mené que jusqu'à présent. Vous n'êtes pas contre les congés sur le principe? Non, évidemment. Il faut aussi... La prison, elle sanctionne, mais elle doit aussi réinsérer. Or, on a ce nouveau phénomène de radicalisation qui a existé aussi par le passé, mais qui prenait d'autres formes. Et donc, nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels drames puissent se reproduire. Alors, je voudrais avoir une réaction sur un autre membre du gouvernement, le secrétaire d'État Theo Franken, parce qu'il multiplie un peu les tweets révoltants. Et déjà, ici, sur ce plateau, vous avez dit qu'il y avait des problèmes de communication avec Theo Franken. Eh bien, à force de le recadrer, eh bien, on a l'impression qu'il revient à chaque fois à l'endroit où il était. C'est des recadrages à 360 degrés. Alors, il a dit notamment, si les recteurs veulent jouer un petit jeu sur la migration, ils seront confrontés à un retour de boomerang, tant sur le fond que publiquement. Donc des menaces vis-à-vis des recteurs des universités belges. Oui. Est-ce que c'est bien sérieux, ça? Non, c'est tout à fait inapproprié. Et c'est vrai que dans la communication, il est extrêmement clivant. Et je pense qu'au contraire, il cherche à se faire mousser à travers cette communication. Moi, je regrette qu'à travers le drame de la petite Maouda, qui a évidemment profondément heurté l'opinion publique, qui a ravagé les parents, mais qui a aussi profondément marqué le policier qui a tiré. Voilà, c'est devenu une affaire politique. On a remis l'État en cause à travers le tir malheureux de ce policier. On a remis les politiques migratoires aussi en cause à travers ce drame. Et je pense qu'il faut avoir une certaine retenue par rapport justement à un événement aussi dramatique. Et je pense que chacun, enfin en tout cas certains, auraient dû justement avoir plus de retenue, plus de pudeur par rapport Je comprends qu'il y a un message vers l'opposition, mais aussi vers Theo Franken. Est-ce qu'il ne tire pas une balle dans le pied du gouvernement quand il sort d'études pareilles où il menace les recteurs d'université? Oui, mais et je pense que les recteurs ont eu tout à fait raison de ne pas répliquer. Ça n'est pas nécessaire. Et il faut aller plus loin, parce que quand je parlais de recadrage au début, oui, Charles Michel dit effectivement souvent, comme vous, il y a des problèmes de communication. Bon, et alors? Oui, et... On a vu des ministres quitter le gouvernement parce que ça n'allait pas, parce qu'ils faisaient des mauvais calculs. En général, c'était plutôt des ministres du MR. Mais un ministre de la NVA ne quitte pas un gouvernement? Mais je dirais que ces tweets, c'est de la communication. Ça n'est pas sur le fond de ses compétences. Et donc c'est extrêmement désagréable, mais ça ne remet pas en cause toutes les politiques menées par le gouvernement. Alors prenons un peu le large vers l'Italie. Il se passe beaucoup de choses dans d'autres pays d'Europe. On voit en Espagne, il y a un changement de gouvernement qui se prépare. Mais en Italie, il y a eu des élections et un gouvernement alliant populiste et extrême droite va donc se former dans les heures qui viennent. Alors quelle est votre réaction? Je vous en propose 3. A. L'Europe se porte mal. Réaction B. Il faut respecter le choix des Italiens. Et réponse C. Je n'irai plus en vacances en Italie. C'est vrai que l'Europe se porte mal. Oui. On voit quand même qu'il y a beaucoup de pays européens, en tout cas un certain nombre, qui adoptent des positions eurosceptiques. Il y a évidemment le cas de la Grande-Bretagne, mais de la Hongrie, maintenant de l'Italie. Et je pense que l'Europe doit véritablement se ressaisir et que les élections européennes seront un moment décisif par rapport à cette affirmation de l'Europe qui doit reprendre nécessairement ses marques. Donc moi, je constate quand même que le ministre que le président n'a pas voulu nommer a été écarté par le gouvernement. En tout cas, il n'est pas ministre de l'économie et des finances, effectivement. Et quand je n'irai plus en vacances en Italie, c'était évidemment en rapport avec une déclaration de Louis Michel quand l'extrême droite est arrivée en Autriche. Il n'était plus question de travailler avec le gouvernement autrichien. Ici, des années sont passées et apparemment, plus personne ne remet en cause le fait de travailler avec des gouvernements au sein de l'Europe dans lesquels l'extrême droite se trouve.
C'est un constat. Oui, c'est une réalité, malheureusement. Mais voilà, justement, il faut changer la donne. Et c'est vrai qu'on a quand même une très très grande proximité avec l'Italie. Et donc, il faut conserver ces relations historiques qu'on a avec ce pays et être très attentif justement à toutes les politiques qui sont menées pour changer la donne au niveau de l'Europe. Alors on continue notre voyage, on arrive et c'est la fin du voyage chez Molenbeek. Alors c'est le moment, on a l'impression que c'est le moment des inaugurations, oui. Françoise Kepmans. Vous n'êtes pas la seule en cause, hein, c'est un peu dans toutes les communes. Vous, dans votre cas, vous avez inauguré une ferme pédagogique, la Maison de la Nature, oui. C'était hier. Le week-end dernier, c'était la Maison des Béguines, l'ex-café des Abdeslam oui. qui va accueillir une association de jeunes. C'était une initiative citoyenne. Citoyenne, oui, que vous avez soutenue. Alors, est-ce que c'est juste un hasard de calendrier ou c'est parce que les élections approchent qu'on inaugure les chantiers, les places et les bâtiments? Non, il y a eu des inaugurations, je dirais, tout au long de la législature, et c'est tant mieux parce qu'un projet met souvent des années à aboutir. C'est ça une grande frustration d'ailleurs qu'on a en tant qu'homme ou femme politique, c'est le temps entre la conception, l'idée et la concrétisation. Parce qu'il y a des procédures, des budgets à déplacer. Ça prend du temps. Par exemple, est-ce qu'on peut prendre, si on prend l'exemple peut-être de la Maison de la Nature, oui. Combien de temps ça a pris finalement entre l'idée de le faire et la réalisation? Oui. Mais l'idée, elle date du début des années 2000, je dirais vers 2006. Ouais. L'idée a germé quand on a notamment mis le Skutbos en zone de réserve, que cette ferme classe a été vendue parce que le propriétaire était décédé. Et ce sont les amis du Skutbos, c'est aussi une association qui a lancé cette idée, qui a tout de suite été soutenue par le collège. Et on a eu le soutien de Belliris pour ce projet, qui était très important aussi. Donc ça a mis, mettre toutes les parties en présence pour faire aboutir un projet. Ça prend du temps, le concrétiser, débloquer les budgets. Et je vous dirais, comme je le disais, c'est vraiment... moi, en tout cas, une frustration importante que j'ai de voir la longueur de temps pour obtenir des résultats concrets, alors que justement, au niveau communal, nous sommes dans la proximité avec les préoccupations et les souhaits des citoyens. Mais il faut quand même du temps. Merci Françoise Kepmans. Demain, dans Les Experts, je recevrai Arnaud Pinksteren et mon autre invité sera Benoît Serex. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.